Bonjour, ici la voix de Fabrice Neumann. Et ici la voix de Benjamin Vincent, 13e épisode en ce vendredi 20 décembre, notre dernier rendez-vous en 2024, avant de nous retrouver dès le 5 janvier, et on va en reparler Fabrice. Les voix de la tech, chaque vendredi, en moins de 30 minutes, c'est l'actu tech décryptée par les voix qui la font. Et si vous en voulez davantage, la version intégrale avec les interviews en entier vous attend sur Apple Podcast. On a une colle pour vous. Qu'est-ce qui est né en 1967 et qui revient à partir du 7 janvier 2025 ? Ce mastodonte de 57 ans, c'est le CES, le Salon mondial de l'innovation, qu'on va vous faire vivre avec les voix de la tech dès le 5 janvier, au programme une quotidienne du 5 au 10 janvier et des interviews sur la longueur dans le flux du podcast tout au long de la journée et de la nuit, Fabrice. Et oui, forcément, décalage horaire oblige, 9h entre Las Vegas et Paris. Entre toi et moi, il y en aura toujours un pour enrichir notre couverture du CES en temps réel et on va en reparler dans quelques minutes. Alors ce cru 2025 du CES, comment s'annonce-t-il ? Eh bien pour le savoir, dans un instant, on va accueillir notre première voix de la tech cette semaine. Xavier Dalloz fêtera son 25e CES l'an prochain. Chaque année, il y accompagne une délégation de chefs d'entreprise français qui cherchent à anticiper et à intégrer les toutes dernières innovations. Consultant, analyste, Xavier sait que le CES vit un moment clé de son histoire avec l'obligation de se réinventer. On le retrouve dans un instant avec sa boule de cristal. J'ai une autre question pour toi, Fabrice. Si tu appelles le 17 sur un téléphone fixe, qu'est-ce que tu appelles ? Police secours, bien sûr. Indispensable quand on se sent en danger ou qu'on voit quelqu'un d'autre en danger aussi. Et oui, le 17 remplacé par le 112 sur nos smartphones est devenu un réflexe pour chacun de nous. Eh bien, l'idée, c'est de faire pareil avec un service en ligne auquel participent tous les services de l'État, police et gendarmerie notamment, c'est le 17 Cyber. Oui, et le site 17cyber.gouv.fr a ouvert ce mardi. Au bout du clavier, des policiers et gendarmes experts en cybercriminalité armés de solutions pour aider les particuliers, les entreprises et les collectivités victimes de cybermalveillance, dont les fameux rançongiciels qui bloquent tous les ordinateurs. Dans la deuxième partie de cet épisode, Jérôme Notin, le directeur du site cybermalveillance.gouv.fr qui a coordonné la création du 17 Cyber, va nous expliquer le fonctionnement de ce nouveau service et les enjeux alors qu'on recense plus de 700 atteintes numériques en France chaque jour. Mais tout d'abord, fermez les yeux, imaginez les néons, les écrans géants accrochés aux façades des hôtels casinos le long du strip, une fausse tour Eiffel, de vraies gondoles sur un faux lagon vénitien, le bruit assourdissant des machines à sous. C'est Las Vegas. Le CES 2025 qui revient du 7 au 10 janvier et tu y seras, Benjamin. Mais dans les voies de la tech, le CES, ça commence dès maintenant. Bonjour Xavier Dalloz. Bonjour à vous. Et bonjour Xavier. Très sympathique de se revoir. Xavier, tu es notre première voix de la tech cette semaine parce que dans quelques jours, ce sera l'ouverture du CES 2025 à Las Vegas. Les voix de la tech y seront, on va couvrir l'événement pendant toute la semaine. On vous racontera notre dispositif avec Fabrice dans quelques minutes. Mais d'abord, Xavier, on avait envie de discuter avec toi de ce qui se prépare à Las Vegas au tout début du mois de janvier, du 7 au 10 pour être précis. Tu couvres le CES depuis longtemps, des années. Depuis 24 ans. Oui, 24 ans. Tu es analyste, consultant. On te retrouve au sein de Xavier Dalloz Consulting. Tu réalises au retour du CES chaque année une sorte de débrief que tu partages avec tes clients. Comment est-ce que tu sens cette édition 2025 du CES ? Alors, je la sens comme étant un événement qui non seulement sera passionnant, mais qui est majeur. Pourquoi ? Tous les 10 ans, il y a une innovation majeure qui change tout. Et tout a commencé en 24, et je suis en accéléré, la radio, ensuite il y a eu la télévision. En 1924, tu veux dire ? En 1924, oui, c'est ça. 1924, c'était la radio, la première fois de radio. Alors, 34, c'était la télévision, 44, le premier ordinateur, 54, le mainframe, 64, le mini-ordinateur, 74, le micro, 84, le Macintosh, 94, le web, 2004, c'était le web 2, 2014, c'était les plateformes. Nous rentrons donc en 2024,
Et nous commençons cette nouvelle ère qu'on peut résumer de la façon suivante, c'est la décentralisation massive de tout. Tout est centré sur l'humain. On demande maintenant à l'humain de s'impliquer. Et donc c'est avec de l'intelligence artificielle et c'est avec toute une nouvelle vague d'innovation digitale qu'on va découvrir ensemble et tout va changer. L'erreur, ce serait d'automatiser le passé. Là, on est en train de tout réinventer. Alors, Xavier, tu remontes à 1924. Le CES n'est pas si vieux, mais c'est quand même un salon dont on ne suppose pas qu'il ait démarré en 1967. Exactement. Et au départ, il a commencé autour justement de la radio. C'était autour des chaînes IFI, etc. En 2000, quand j'y suis allé pour la première fois, c'était un salon pour les distributeurs. Et ce n'est que récemment qu'il est devenu cette plateforme internationale sur toutes les innovations. Oui, parce que pendant longtemps, le CES, c'était le salon des gadgets. Hein. De la distribution. Et c'est là où les grands distributeurs faisaient leur marché. C'était les gadgets, c'était la télévision, c'était même quand on a vu arriver un réfrigérateur, on se demandait qu'est-ce qu'il foutait là. Parce que c'était, voilà. Donc quand avait arrivé la voiture, on se demandait qu'est-ce que ça fout là. La santé quand c'est arrivé là. Et aujourd'hui, ce n'est plus de l'électronique grand public. Aujourd'hui, on est rentré dans le consumer experience show. Bon, tu redéfinis un peu le CES chaque année, si je comprends bien. Les grandes tendances, chaque année, on se demande si elles vont bouger, si de nouvelles vont apparaître. Quels vont être les sujets majeurs, selon toi? Je prédis un peu ce que tu vas dire, mais est-ce que tu peux me donner, toi, ta vision de ce qui va s'imposer? Je peux déjà faire le compte-rendu du CES 2025. Ah, pas mal. Hein. 3 choses de majeures, de rupture complète. Ce que j'appelle le data farming. Hein, c'est plus la data maintenant, c'est comment on transforme la data. Et transformant la data, on change tous les produits. Alors, on change tout ce qui est connecté, data, donc data farming. On va voir cette année quelque chose qui va aussi parfaitement qui va tout changer. Hein, c'est tout ce qui va toucher autour du web spatial. On ne parle plus de Web 3, mais maintenant, avec des lunettes, avec la réalité augmentée, avec la réalité virtuelle, on est dans l'immersion. C'est aussi une tendance majeure. La troisième tendance majeure, évidemment, ça sera autour de l'intelligence artificielle. Et donc, on va beaucoup moins parler des LLM, on va parler de la nouvelle vague de l'intelligence artificielle. Et notamment avec l'agentique, hein, les agents intelligents. Non. Ça, on va retenir, je peux te le garantir, que ce seront des stars de cette édition 2025. Est-ce que ça veut dire, Xavier, que donc les LLM, je suppose qu'on va en voir quand même au CES, mais c'est déjà dépassé malgré tout? Ou est-ce que c'est simplement parce que le CES se concentre surtout sur le futur? Alors, on va dire d'abord, le CES s'est toujours concentré sur des produits. Hein. C'est la marque. Hein. Et donc, les LLM, c'est pas là qu'on va vraiment les voir. Hein. On va voir en quoi ça change la relation avec la machine. Et les LLM, bien sûr, on en verra. Mais moi, j'ai écrit un rapport, ce serait l'objet de l'autre entretien. J'ai défini le futur de l'IA et 10 briques technologiques qui sont à venir, qui n'ont strictement rien à voir avec les LLM. Notamment, ce qui va complètement changer l'IA, c'est quand on va voir arriver le quantique, et surtout quand on va voir émerger tout ce qui est les robots conscients. Ce qu'on va voir cette année, parce qu'on avait déjà vu aussi les années précédentes, ce sont les robots. Hein. Donc ça va de soi, mais ça va être une accélération. Et notamment, on va avoir l'impression que ces robots deviennent de plus en plus humains. Quand tu parles de robots, je pense immédiatement à Optimus et à Tesla. Est-ce que Tesla, est-ce que Apple, est-ce que ces grandes marques-là sont au CES? Elles ne sont pas au CES, mais elles sont partout. Elles sont dans nos têtes. Hein, et puis, ce qui va marquer aussi les prochaines années. Mais je pense effectivement à Optimus, mais il va y avoir des innovations chez les Japonais qui sont totalement impressionnantes. Hein. Xavier, chaque année, tu accompagnes des chefs d'entreprise, des responsables d'administration au CES. C'est la mission CES qui a été créée il y a plus de 20 ans à la demande des organisateurs du CES. Au retour du CES, tu
tu rédiges un nombre impressionnant de notes que tu synthétises lors d'une conférence, généralement dans les semaines qui suivent le retour du CES. Ça fait une matière incroyable, on est d'accord, hein? Le CES, d'après les organisateurs, c'est 20 000 nouveaux produits et services. À chaque fois, tu veux dire? À chaque émission. Chaque année, c'est 20 000 nouveaux produits et services. On ne peut pas aller au CES si on n'est pas préparé. D'où le travail que tu fais maintenant. Donc, il faut avoir une stratégie de visite. C'est mon boulot de la permettre. Et ce qui est important, évidemment, c'est pendant le CES, d'être accompagné pour repérer les produits qui sont les plus intéressants. Où ils sont et pourquoi. Moi, cette année, j'en ai retenu une cinquantaine de stands intéressants. Mais ce qui est important après, c'est faire un débriefing de ce qu'on a vu sur place. Et depuis le début, mon compte-rendu commence par un slide, et à la fin, il y en a 300. C'est quels sont les 10 stars qui ont marqué le CES. Voilà. Pourquoi ces 10 stars? Ça commence toujours comme ça. Ouais. Xavier, je rebondis sur cette masse d'informations que tu évoques. Fabrice, on a récupéré en fait les notes que nous a transmis Xavier, et on a mis l'IA à contribution. Oui, alors voilà, donc Xavier, on t'a pas prévenu, mais on a donné, donc c'est les notes que tu as bien voulu nous transmettre à un outil d'IA qui s'appelle Notebook LM de Google, qui est un outil qui permet donc comme tous les outils d'IA de conversation, d'ingérer ça et puis de poser des questions, mais aussi il a cette particularité de créer une conversation audio, comme un podcast entre deux personnes virtuelles, et qui permet d'avoir un résumé sous forme de conversation de ces documents. Alors on va écouter un premier extrait du début de cette conversation créée par cet outil Notebook LM de Google. All right. Let's dive into the future. CES 2025, that massive tech event where we get a sneak peek at the gadgets and innovations that'll be shaping our lives. Exactly, yeah. And to help us decode what's coming, we've got someone here, an expert guide, who's been following these CES trends for years. I mean, you've been attending CES for quite a while now. Right? Ah voilà, donc c'est assez étonnant parce qu'on a vraiment l'impression de deux personnes qui parlent. Pour l'instant, on a compris que c'était disponible qu'en anglais. C'est déjà, je crois, Benjamin, que tu as eu la même réaction que moi en écoutant une partie de cette conversation qui a commencé. C'est totalement bluffant. Mais parce qu'il faut bien préciser, vraiment, la seule action, ça a été de montrer les notes de Xavier à l'IA, et après, elle fait toute seule, elle fait la synthèse, elle crée les voix, et elle crée le fichier audio qu'on vient d'entendre. Exactement. Donc, c'est une parfaite illustration de ce que j'ai dit avant. C'est centré sur l'humain. La seule chose qu'on demande à l'humain, c'est de s'exprimer sans ambiguïté, c'est-à-dire s'impliquer. Je m'implique pour comprendre. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. C'est bien du data farming. C'est bien de la data qu'on transforme en connaissances. Et c'est bien aussi ce que j'ai dit sur le nouvel type de IA. Ce qui est important, c'est pas entre guillemets le ChatGPT. Je pense que vous avez vu ce que Google prépare avec le nouveau Gemini, c'est totalement bluffant. C'est totalement bluffant. Xavier, on est même allé un cran plus loin. C'est Fabrice, tu voulais pas les laisser tous les deux entre eux. Alors, je vais passer un extrait un petit peu plus long à te faire écouter aussi, Xavier. C'est une des nouvelles fonctions de Notebook LM intégrée qui permettent d'interagir avec ces deux vrais faux personnages en train d'avoir une conversation. Et donc, je me suis amusé à faire ça à partir de ce début de conversation qui a été créé à partir de tes documents. Et voilà ce que ça donne. And speaking of shifts, there's this really interesting pattern I noticed in the research. Oh. You know how there's all this talk about like a decade leap in technology, like these big jumps forward every 10 years? I think I've heard of that. Yeah, well, they actually trace it all the way back to the 1940s. So 1944, you have the first computer, 1954, the mainframe, then 1964, the mini computer. Okay, yeah, I see the pattern. Right. And it keeps going. It's like clockwork. Each decade brings some fundamental shift in technology. Well, that is fascinating. And 2024, the sources say that's pointing towards the decentralization of everything driven by AI, Web3, the metaverse, all that. Right. So that makes you wonder, does this pattern hold up? Is it a reliable predictor? It does make you think.
Oh, hey, I think our listeners got something to say. Yeah, thank you. Well, you're talking about the fact that every decade something is happening, but what about in between? Do you have some examples of innovations that happen in between those decades? Oh, that's a great question. You're right. It's not like tech just sits still for 9 years, then suddenly explodes. Okay, let's unpack this. Exactly. While those decade shifts mark major paradigm changes, there are always important developments in between. It's more like an ebb and flow of innovation. What about, examples closer to us from the 2000s? Absolutely. That's a great point. When we look at the 2000s, it's easy to focus on the big decade shifts, but there were plenty of important innovations in between, setting the stage for the tech we have today. Yeah, you're totally right. For example, Il répond sans répondre. Hein. Non, c'est bluffant, c'est totalement bluffant. Pour remettre un petit peu en contexte, d'abord, Xavier, je t'ai vu un peu sourire parce qu'évidemment, la conversation reprend ce que tu nous as un peu déjà dit parce que c'est basé sur tes documents et c'est ce qui montre déjà à quel point c'est capable de faire une analyse de documents et de sortir des points saillants. Mais donc, ce qui se passe, c'est que la conversation créée avec ces deux faux personnages qui font une conversation, voilà, je peux l'interrompre. Donc, je l'ai interrompu 2 fois en disant, bon, j'aimerais bien avoir une précision là-dessus. Donc, tu as évoqué tout à l'heure des innovations majeures tous les 10 ans, et je leur ai demandé, bon d'accord, mais qu'est-ce qui se passe entre ces 10 ans, dans cet espace de temps? Et puis ils ont commencé à parler de 1920, 1930, et donc je leur ai demandé, bon d'accord, mais quelque chose d'un peu plus proche de nous, dans les années 2000, et hop, ça part tout de suite. Donc ça veut dire que non seulement le système est capable de créer une conversation, et en plus de s'adapter à des questions qu'on pose, entre guillemets, en direct. J'ai trouvé ça absolument fascinant et bluffant, et c'est pour ça qu'on voulait aussi avoir ton sentiment à ce sujet. Évidemment, je suis totalement bluffé parce que on a l'impression vraiment d'avoir affaire à 2 humains. Hein, et c'est absolument incroyable. Et ils n'utilisent pas encore les agents, l'agentique. Mais ça va. Cette fois-ci, c'est la prochaine étape, c'est la machine qui va poser des questions. Hein, les initiatives vont venir de la machine. Pas de toi, mais de la machine. Je ne sais pas comment l'appeler, c'est pas machine, je ne sais pas. C'est un humain. J'en arrive à la conclusion que moi, je crois à la singularité. C'est-à-dire qu'à un moment, la machine, entre guillemets, elle a cette question, on pourrait utiliser, plus intelligente que l'homme. Merci Xavier Dalloz d'avoir été l'une de nos voix de la tech cette semaine. Bonne fête et bon CES dans quelques jours. On se retrouvera à Las Vegas, Xavier. Avec un grand plaisir. Et avec toi, j'ai beaucoup à apprendre. Et je te remercie infiniment à chaque fois du temps que tu fais gagner pour comprendre ce qu'on va au CES. Bon, j'espère en tout cas que Benjamin sera aussi préparé que toi. Merci beaucoup, Xavier Dalloz. Merci beaucoup. Voilà pour ce pré-briefing du CES 2025 avec Xavier Dalloz, Fabrice. Pour nous, le CES, ça va être une semaine très spéciale. Raconte-nous comment ça va se passer de ton côté. Alors, ça va être intense pour nous deux. De mon côté, je vais rester aux manettes en France. Il va se passer deux événements par jour, en fait, finalement. Il va y avoir d'abord nos conversations. On va faire un épisode tous les jours, dans lequel tu pourras nous raconter ce que tu as vu sur place, éventuellement moi te dire ce que tu as raté, parce qu'il y a aussi des communiqués et tout un tas de nouveautés, c'est tellement grand que tu ne pourras pas tout voir. Et puis aussi, comme tu seras sur place, tu vas enregistrer tout un tas d'interviews qu'on va essayer de publier au fur et à mesure de leur préparation et de les diffuser dès qu'on peut. Ça va commencer le 5 janvier au soir, 6 janvier au matin pour vous. Et on va comme ça avoir ce rythme de dingo pendant 5 jours jusqu'au 10 janvier, qui sera le jour de la clôture du CES. Avec donc, tu l'as bien dit, Fabrice, 2 éléments à avoir en tête. D'abord, il y aura un rendez-vous quotidien où on sera tous les deux, comme maintenant, pour débriefer les dernières 24 heures, d'une certaine manière. Et puis, à tout moment, dans le flux du podcast, vous verrez arriver des interviews sur la longueur que je réaliserai sur place à Las Vegas au CES. Et soit je les publierai directement, soit tu récupéreras les fichiers et tu les mettras en ligne depuis Paris, de manière à ce que
le flux soit mis à jour et enrichi à la fois le plus rapidement possible et quasiment jour et nuit, puisqu'il y aura toujours l'un de nous deux qui sera actif en fait. Bah, c'est ça, en fait, c'est l'avantage et l'inconvénient du décalage horaire. Il y a donc, on rappelle, un 9 heures entre Las Vegas et la France. Donc, quand toi, tu auras quelques petites heures de sommeil, toutes petites, et ben, moi, je me lèverai et je récupérerai les interviews que tu auras faites pour essayer de les publier rapidement. Et puis ensuite, ce sera mon tour et toi, tu auras un peu de temps pour faire d'autres interviews et ainsi de suite pendant les 4-5 jours pendant lesquels tu seras sur place. Ça va être intense. Hein. Ouais. Le calendrier, hein, pour être précis, donc moi je décolle le 4 janvier de Paris. Le 5 et le 6 janvier à Las Vegas, ce seront les 2 journées presse, donc avec les conférences de presse et des événements qui nous permettent, avant l'ouverture du salon, d'avoir accès à un certain nombre d'annonces, de produits et de startups et d'entreprises qui vont au CES avec de vraies nouveautés. Et puis le 7 janvier au matin, c'est l'ouverture du salon qui est donc ouvert pendant 4 jours jusqu'au 10. Là, ce sera un autre type de reportage pour moi, puisqu'il va falloir parcourir ces halls et ces centres de conférences des hôtels éparpillés dans tout Las Vegas. Ça va être effectivement une semaine avec de bonnes chaussures aux pieds et des journées à rallonge, mais je pense que ça va être passionnant à suivre à la fois pour nous et aussi, on l'espère, pour vous. Absolument. Alors, toi, tu prépares tes 2 paires de chaussures pour y aller au moins, et nous, on se prépare. Et vous, eh bien, préparez-vous et abonnez-vous au podcast, comme ça, vous êtes sûr de ne rien manquer au fur et à mesure de nos publications. Parce que vous l'avez compris, vous n'aurez pas seulement un épisode hebdo qui tombe le vendredi, mais vous allez en avoir tous les jours, plus les interviews. Donc, pour pouvoir les écouter dès qu'elles sont disponibles, il n'y a rien de mieux que de vous abonner sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Si vous êtes une marque sur le point de partir pour le CES, si vous souhaitez qu'on travaille ensemble, si vous avez une vraie innovation à nous présenter, à partager avec nous, vous pouvez nous contacter via le formulaire qui se trouve sur notre site, dont on rappelle l'adresse, Fabrice. lesvoixdelatech.com. Dans votre message, précisez-nous bien ce que vous allez présenter au CES, qui sont les contacts, indiquez à la fois un mail et un numéro de portable. Ce sera le meilleur moyen de ne pas se rater une fois qu'on sera à Las Vegas. Bonjour Jérôme Notin. Bonjour. Vous êtes le directeur général de cybermalveillance.gouv.fr. Vous venez de lancer le 17 Cyber. Alors, tout de suite, quand on dit 17 Cyber, on pense au 17. C'est à la fois une bonne chose et en même temps, il ne faut pas confondre les deux. Hein. Il ne faut pas confondre parce que le 17cyber.gouv.fr, comme son nom l'indique ou pas, est une plateforme web. Pourquoi le 17 Cyber? C'est que en janvier 2022, le président de la République a dit qu'il faut lancer l'équivalent numérique du 17. Donc on n'a pas cherché très loin, on est resté sur cette notion de 17 qui est un dispositif d'assistance. Donc 17 Cyber, c'est quoi? C'est 17cyber.gouv.fr qui est un site web qui va permettre d'aider l'ensemble des victimes, qu'on soit un particulier, une entreprise ou une collectivité. Alors, il y avait déjà cybermalveillance.gouv.fr, il y a l'ANSSI, il y a plusieurs services de l'État qui s'occupent de lutter contre la cybercriminalité. Est-ce que vous ajoutez une brique à la complexité ou est-ce que c'est un autre objectif? Vous avez noté qu'aujourd'hui, nous avions l'ANSSI qui était présent, nous avions le ministère de l'Intérieur qui était présent. Le 17 Cyber, un des enjeux, il y avait des enjeux techniques, mais un des enjeux, c'est aussi un enjeu de communication. Vous aviez des parlementaires qui étaient présents tout à l'heure. Il n'y a pas un rapport parlementaire qui ne dise qu'il faut de la lisibilité. Quand on est victime, on ne sait pas à qui s'adresser. Est-ce qu'on s'adresse effectivement au service d'enquête? Est-ce qu'on s'adresse à la justice? Est-ce qu'on s'adresse à l'ANSSI? Est-ce qu'on s'adresse à nous? Un des objectifs de 17 Cyber, c'est que tout le monde dise « vous avez un problème ». Vous allez sur 17cyber.gouv.fr. Si le ministère de l'Intérieur opère une plateforme, un téléservice, vous serez dirigé vers ce téléservice. Si vous avez besoin d'une aide technique, vous serez renvoyé vers un prestataire technique. Et si vous avez besoin de l'aide pour judiciariser le phénomène, vous serez mis en relation avec un policier et un gendarme par chat 24 heures sur 24. L'idée, c'est que ça devienne une sorte de réflexe collectif et individuel.
C'est le pitch, je crois, des communications. C'est le nouveau réflexe pour tous. Oui, j'ai un problème numérique. Je vais sur 17 Cyber où je trouverai des fonctionnalités de cybermalveillance.gouv.fr, mais aussi, comme je le disais, cette mise en relation avec un policier, un gendarme. Alors justement, mettons-nous dans une situation concrète. J'ai un problème sur mon réseau. Je n'arrive plus à accéder à mes dossiers. Je vais sur la plateforme. Et qu'est-ce qui se passe après ? 17cyber.gouv.fr. On va vous poser tout de suite quelques questions. La première étant, est-ce que tu es un particulier, une entreprise ou une collectivité ? On imagine bien que les questions sont différentes en fonction des profils. L'exemple que nous avons pris était une collectivité victime d'un rançongiciel. Donc, j'ai un problème avec mon serveur. On me demande une rançon. Donc là, on va faire le constat de la cybermalveillance rencontrée par la victime. Donc, on lui dit « tu es victime de rançongiciel ». On va lui donner les conseils qui vont bien par rapport à cette problématique de rançongiciel. Et là, on va lui proposer, donc sous la forme d'un Y inversé, soit une mise en relation avec un prestataire technique pour la remédiation technique, soit une mise en relation avec un policier et un gendarme par chat pour l'aide à la judiciarisation. Quelle est la part de dialogue avec un ordinateur, un serveur, et avec un humain à l'autre bout ? À quel moment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre ? Pour beaucoup de victimes, on pense qu'elles n'auront pas forcément besoin d'entrer en contact avec un policier ou un gendarme. C'est l'intérêt d'ébruiter la menace. Si vous recevez un mail, par exemple, qui vous dit que vous êtes pédophile et qu'il faut contacter la gendarmerie ou police _2713@gmail.com, qu'on explique à la victime que c'est une arnaque, en tout cas une tentative d'arnaque, elle n'a pas forcément besoin d'échanger avec un policier, un gendarme. Donc voilà, il y a une part importante de la cybermalveillance qui va être adressée directement sans entrer en contact avec un policier ou un gendarme. Mais l'intérêt aussi, c'est qu'on peut, par exemple sur du rançongiciel de haut niveau, considérer que le policier et le gendarme va rapidement, une fois qu'il a pris contact qu'il échange avec la victime par chat, peut décrocher son téléphone sur des cas qui sont un peu critiques et tout de suite envoyer physiquement des gens pour aider, en tout cas sur l'aspect judiciarisation de la victime. Quelle est l'importance de la vitesse de réaction justement pour limiter la casse, voire s'en sortir sans dommage ? Là encore, ça va dépendre de la menace. On dit sur les arnaques que les gens d'en face vont utiliser la notion d'urgence. Donc là, je vais vous dire, surtout, on prend son temps quand on reçoit un SMS ou un email qui nous dit « faut faire une action dans l'urgence ». Là, on se met en retrait, on réfléchit, on analyse, on voit si c'est une arnaque ou pas. À l'opposé, si la menace elle est technique, je reste sur mon exemple de rançongiciel, là, il faut agir très vite, d'où l'intérêt de contacter vite un prestataire et vite un policier ou un gendarme. L'état concret de la cybercriminalité en France, est-ce que vous avez un ou deux chiffres à nous donner pour nous donner une idée du nombre d'interventions ou de demandes que vous recevez déjà sur cybermalveillance.gouv.fr par exemple, pour un peu fixer les idées ? Je vais comparer le trafic en 2023 par rapport à ce trafic aujourd'hui depuis le 1er janvier 2024. L'année dernière, nous avons accueilli 3,7 millions de visiteurs sur la plateforme. On est à plus de 5 millions aujourd'hui, le 17 décembre 2024, depuis le 1er janvier. Donc, on a une augmentation importante. Merci beaucoup, Jérôme Notin, d'avoir été l'une de nos voix de la tech cette semaine et à bientôt. Merci à vous, à votre disposition. C'est la fin de l'épisode 13, le dernier avant les fêtes, et la fin de notre première année ensemble, Fabrice. Mais je le sens, 2025 arrive à toute vitesse. Et oui, Benjamin, l'après-réveillon s'annonce déjà d'explosif. On vous donne rendez-vous donc le 5 janvier pour notre premier épisode quotidien consacré au CES avec les premières interviews dès le 6 janvier. Je serai donc sur place à Las Vegas pour tout vous raconter. D'ici là, suivez les Voix de la Tech sur X, LinkedIn, Facebook, Insta, YouTube et Blue Sky. Et partagez nos publications sur les réseaux. On a besoin de vous et de votre relais pour nous aider à faire connaître les Voix de la Tech. Pour vous abonner, tous les liens sont à retrouver sur le site lesvoixdelatech.com. Lien notamment vers la version intégrale sur Apple Podcast. Même concept, même sommaire, même voix, mais avec des interviews en totalité. Merci de votre fidélité. Bonne fête à toutes et à tous. À l'année prochaine.